Bonjour et bienvenue sur Radio Cessert, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du lundi 11 novembre 2024. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de l'Indre. Au programme de cet épisode, un malware nommé Steelfox exploite des failles dans les drivers de Microsoft Windows, un package Python téléchargé plus de 37 000 fois vole des identifiants pour AWS, vous avez une voiture de marque Mazda, une compromission de celle-ci en moins de 3 minutes via une clé grâce à 5.0 Day. Et enfin, la fin du support de l'application légendaire Courrier par Microsoft au 31 décembre 2024. Vous trouverez bien entendu tous les liens qui m'ont permis de créer cette revue d'actualité dans la description de cet épisode. On vient d'apprendre que le malware Steelfox exploite des failles dans les drivers Windows pour miner des crypto-monnaies et dérober des informations sensibles. Selon un rapport de sécurité de Kaspersky, des dizaines de milliers d'endpoints infectés ont été détectés. Les cybercriminels distribuent des cracks et des activateurs falsifiés pour plusieurs logiciels commerciaux, notamment Fox IT PDF Editor, JetBrains et AutoCAD. Ce malware a touché près de 50 pays, ciblant notamment des utilisateurs au Brésil, en Chine, en Russie, au Mexique, aux Émirats Arabes Unis, en Égypte, en Algérie, au Vietnam, en Inde et au Sri Lanka. Ces outils permettent aux attaquants de tirer parti d'une vulnérabilité dans le driver WinRing 0.6, introduisant les vulnérabilités suivantes, la CVE 2020-14-979 et la CVE 2021-41-285, qui permettent une élévation de privilèges maximale pour l'attaquant. Ce scénario est malheureusement un classique, car pour échapper à la détection, ces acteurs cybercriminels, soutenus par des États ainsi que des groupes de ransomware, exploitent fréquemment des drivers vulnérables pour élever leurs privilèges. En parallèle, un second malware, nommé Radamantis, est également disponible depuis un certain temps. Depuis juillet 2024, une nouvelle version du virus avec des thèmes relatifs aux droits d'auteur est exploitée dans une campagne de phishing en cours, visant des entités aux États-Unis, en Europe, en Asie de l'Est et en Amérique du Sud. Cette campagne usurpe les marques des entreprises légitimes grâce à des mails de phishing envoyés depuis un compte Gmail différent pour mieux tromper les cibles. L'attaque déploie la version 0.7 du malware Radamantis, qui inclut une fonctionnalité de reconnaissance optique de caractères, donc de l'OCR. En complément de ces informations, le groupe de sécurité de Cisco Talos a récemment révélé que cette version de Radamantis cible des comptes publicitaires Facebook à Taïwan en utilisant le malware Luma. Alors comment ce malware se diffuse ? Il va s'insérer dans une archive rare dans un exécutable légitime, vulnérable au chargement de DLL, cette DLL malveillante contenant la charge utile du malware ainsi qu'un document factice. Vous voyez, on sort pas du classicisme, on envoie une pièce jointe, on envoie un mail de phishing, dedans il y a la charge malveillante. Alors du point rare, c'est très utilisé en dehors de la France, en France on serait sur du point zip. C'est la seule petite différence. Donc pour conclure, les investigations montrent que cette campagne de grande envergure sera orchestrée par un groupe cybercriminel motivé financièrement, employant des tactiques de phishing automatisées et divers leurres pour maximiser leur taux de succès. Enfin, pour finir dans notre actualité malware, dans une évolution connexe, FortiGuard Labs a découvert un autre framework malveillant nommé WinOS 4.0, incorporé dans des applications liées aux gamers. Ce framework avancé, basé sur le malware Ghostrat, permet aux attaquants d'exécuter des actions à distance, leur offrant un contrôle important sur les systèmes compromis. Diffusé par des applications d'installation d'amélioration de performance destinées aux joueurs, il se propage de manière discrète. Une fois téléchargé, un fichier BMP, donc une image BMP qui semble totalement inoffensif, mais elle va extraire et activer un fichier DLL qui se nomme WinOS 4.0, initiant les opérations du malware. En modifiant les clés de registre et en créant des tâches planifiées, WinOS 4.0 établit une persistance sur l'appareil, ouvrant la voie à une exploitation continue. Blipping Computer nous apprend à travers un article qu'un package Python malveillant nommé Fabrice est présent sur l'index de paquets Python, ce qu'on appelle le PyPy, depuis 2021, et vole les identifiants d'Amazon Web Services, AWS, des développeurs sans méfiance. Donc ce package a été téléchargé près de 37 000 fois et exécuté des scripts spécifiques à chaque plateforme, que ce soit pour Windows ou Linux. Le nombre élevé de téléchargements s'explique par le typo-squatting de Fabrice, un package imitant le nom du package de gestion de serveurs SSH distant qui s'appelle Fabric et non Fabrice. Donc ils ont juste rajouté un E à la fin, c'est du pur typo-squatting. Cette bibliothèque qui est très populaire avec plus de 200 millions de téléchargements. Mais rentrons un peu dans le détail. Ce package, Fabrice, est conçu pour mener des actions spécifiques selon le système d'exploitation sur lequel il s'exécute. Alors sous Linux,
il va créer un répertoire caché à l'emplacement ~.local/bin VS Code pour stocker des scripts shell encodés, divisés en plusieurs fichiers et récupérés depuis un serveur externe. Donc l'IP du serveur externe, c'est le 89.44.9.227. Ces scripts shell sont ensuite décodés et reçoivent des permissions d'exécution permettant à l'attaquant d'exécuter des commandes avec les privilèges de l'utilisateur. Sur Windows, Fabrice télécharge une charge utile encodée en base 64 sous la forme d'un script VBScript, donc c'est un .vbs, conçu pour lancer un script Python caché qui lui est un d.py, un d.py. Ce script Python télécharge un exécutable malveillant, chrome.exe, qui est déposé dans le fichier download de la victime. Son rôle est de planifier une tâche Windows qui s'exécutera toutes les 15 minutes afin de maintenir toujours cette persistance après un redémarrage. Indépendamment du système d'exploitation, l'objectif principal de Fabrice est de voler des identifiants AWS en utilisant Boto3, le SDK Python officiel pour Amazon Web Services, qui permet l'interaction et la gestion des sessions avec la plateforme. Une fois qu'une session Boto3 est initialisée, elle va récupérer automatiquement tous les identifiants et les mots de passe. Donc ensuite, les attaquants exfiltrent les clés volées vers des serveurs VPN opérés par M247 à Paris. Bon, ça rend le traçage à la destination plus difficile. Comment on se protège ? Alors bien entendu, il y a la prévention sur les risques de typo-squatting. Mais qui n'a pas cliqué sur un lien où il manquait une lettre ou que ça ressemblait au site qu'on avait prévu après plusieurs jours, plusieurs semaines de travail intensif, qu'on est fatigué ? Ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Alors, à ce stade, quand j'ai étudié les différents scénarios, moi, il n'en reste qu'une qui peut marcher en termes de focus. C'est pour protéger les déploits AWS sur des accès non autorisés, il faut activer ce qu'on appelle l'IAM. Donc c'est AWS Identity and Access Management. Je n'ai aucune action chez Amazon, donc ça sert à rien de venir me dire vous préconisez une solution d'Amazon. C'est celle qui marche et qui va éviter de se faire tromper, quoi. Plusieurs vulnérabilités dans la centrale d'infodivertissement. Bon, alors la ref, moi je vois ça, la centrale d'infodivertissement, c'est le tableau de bord intelligent qui lit la météo dans votre voiture. Il faut savoir que Mazda Connect, ça va toucher uniquement les véhicules de la marque Mazda, pourrait permettre à des attaquants d'exécuter du code arbitraire avec des privilèges route. La Zero Day Initiative de Trade Micro a mis en garde contre plusieurs failles dans le système Mazda Connect qui permettent aux attaquants d'exécuter du code avec des privilèges élevés. Ces vulnérabilités sont dues à une mauvaise gestion de la validation des entrées dans le Connectivity Master Unit, ce qu'on appelle le CMU de Mazda Connect, qui permettent à un attaquant, ayant un accès physique, donc il faut être dans la voiture quand même, d'exploiter le système via un périphérique USB spécialement conçu. Faut savoir que dans ce type de voiture, vous avez des prises USB pour recharger votre téléphone, écouter de la musique, etc. Vous vous connectez dessus. Donc, ça touche le modèle de Mazda Connect sur plusieurs modèles, y compris la Mazda 3 des années 2014 à 2021. Donc, comment ça fonctionne ? Un attaquant physiquement présent dans la voiture va exploiter ces vulnérabilités en connectant soit un iPod. Alors, pour les plus jeunes d'entre vous, l'iPod, c'est comme votre téléphone, sauf que ça ne servait qu'à écouter que de la musique. Pour les plus anciens, on sait à quoi ça ressemble. Ou un dispositif de stockage au système ciblé. L'exploitation réussie de certaines de ces vulnérabilités entraîne l'exécution de code arbitraire avec des privilèges route. L'étude s'est concentrée sur l'unité CMU fabriquée par Vistone avec un logiciel initialement développé par Johnson Control Incorporation, c'est ce qu'on appelle le GCI. Alors les chercheurs ont testé la dernière version du logiciel, la 74.0.324a, mais estiment que des versions antérieures d'au moins à partir de la 70 pourraient également être vulnérables. Officiellement, il faut savoir qu'à ce jour, aucune vulnérabilité publique n'a été identifiée. Mais il y a quand même 5 CVE qui sont sortis. Il y a de l'injection SQL, on a l'injection de commandes, on a l'exécution de commandes de fichiers, on a l'absence de racines de confiance, vulnérabilité du code non signé. Donc il y a un certain nombre de CVE. Ce qui est intéressant, c'est que toutes ces vulnérabilités ont été testées en laboratoire et elles permettent aux attaquants de prendre le contrôle ou de manipuler le système, déjà le tableau de bord de la voiture, et d'affecter potentiellement certaines fonctions et la sécurité du véhicule. Alors ces failles ne sont pas corrigées. Certaines vulnérabilités d'injection de commandes pourraient donner aux attaquants un accès illimité à tout le réseau du véhicule, et surtout les chercheurs ont démontré que grâce à l'insertion de la clé USB et l'installation d'une mise à jour falsifiée, ça ne prend que quelques minutes. Et cette compromission rapide a permis de cibler des véhicules lors d'un service de voiturier. C'est-à-dire que vous souhaitez compromettre un véhicule, vous n'avez pas de Mazda, ou ça pourrait être n'importe quelle autre marque de voiture. Vous faites embaucher comme voiturier, vous faites du covoiturage. Ah, je dois charger mon téléphone, ça vous dérange pas que je mette mon téléphone sur la prise USB ? Bien sûr, aucun problème, mon petit. Ou via un malware USB classique. Une fois compromis, la CMI pourrait être modifiée pour cibler des dispositifs connectés provoquant potentiellement des attaques de déni de service, le verrouillage de dispositifs, d'attaques par ransomware ou des problèmes de sécurité. Vous imaginez, vous faites chiffrer votre voiture, vous voulez la redémarrer, vous devez payer une rançon. Ça craint.
Mais il n'y a pas que Mazda, je vous rassure, hein. Tous les constructeurs automobiles aujourd'hui sont ciblés par ce type d'attaque. Mais celle-ci est devenue publique grâce à ZDI, qu'on appelle la Zero Day Initiative. Le gouvernement canadien a ordonné à TikTok Technology Canada Incorporation de fermer ses bureaux suite à un audit lié à la sécurité nationale. En application de la loi sur l'investissement Canada, qui permet de vérifier si les investissements étrangers menacent la sécurité nationale. Le ministre de l'Innovation et des Sciences de l'Industrie du Canada a expliqué que cette décision s'appuie sur des analyses approfondies des services de renseignement et de sécurité. Alors pourquoi j'ai mis cette annonce dans notre podcast ? Parce que c'est de la cyber, mais c'est pas réellement de la cyber. On va voir la demi-mesure. Parce que c'est une demi-mesure. C'est-à-dire que soit on décide que c'est dangereux, donc on vire, mais là ils vont faire un truc, très hypocrite. Cette fermeture signifie que TikTok devra cesser ses opérations au Canada, notamment dans ses bureaux de Toronto et Vancouver. Cependant, les Canadiens pourront toujours accéder à la plateforme, l'utilisation restant un choix personnel. Le gouvernement encourage toutefois les utilisateurs à consulter les recommandations du Centre canadien pour la cybersécurité, notamment en matière de protection des données et de gestion des autorisations. C'est génial. On sait que c'est dangereux, on sait que ça exfiltre des données, mais bon, le citoyen, c'est pas grave, tu peux l'utiliser, tu mettras des photos de tes chatons. Alors TikTok, évidemment, a réagi parce qu'ils ont joué sur le côté occidental. Ils ont réagi en affirmant que la fermeture de ces bureaux entraînerait la perte de nombreux emplois et qu'elle contesterait cette décision en justice. La propriété chinoise de TikTok a causé des tensions similaires ailleurs, et en avril 2024, le Sénat américain a approuvé une loi visant à interdire TikTok si son propriétaire, ByteDance, ne se séparait pas de sa participation. Cette loi est toujours actuellement contestée par TikTok aux États-Unis. Bref, on est sur des réseaux sociaux, on sait que ces réseaux sociaux n'ont aucune volonté de protéger notre vie privée, ils sont là pour prendre des infos, il n'y a pas de sujet là-dessus, voilà, c'est fait quoi. Mais quand on décide d'interdire, soit on interdit réellement, ou on prend pas cette demi-mesure. C'est comme Telegram avec les Ukrainiens qui disent l'armée, le gouvernement, les institutions doivent pas le faire, mais tout le monde utilise Telegram. Quoi, dans ces pays-là, c'est vraiment très utilisé. Et TikTok, je suis désolé, c'est utilisé. Clubic nous informe que la fin de l'application Courrier sous Windows, Microsoft incite les utilisateurs à passer à Outlook à la fin de l'année 2024. À partir du 1er janvier 2025, les utilisateurs de Windows 10 et Windows 11 devront basculer vers la version unifiée d'Outlook pour continuer à gérer leur email. Dans sa documentation officielle, Microsoft précise que les applications Windows Mail, Calendar et Contact ne seront plus opérationnelles après le 31 décembre 2024. Les utilisateurs ne pourront plus envoyer ni recevoir d'emails via ces applications, mais pourront exporter leurs données locales, telles que les emails, les événements du calendrier ou les contacts vers la nouvelle version d'Outlook. Bien entendu, pour remplacer l'application courrier, Microsoft propose Outlook pour Windows. Cependant, cette nouvelle solution est accueillie avec scepticisme par de nombreux utilisateurs qui critiquent sa lenteur et son manque de fonctionnalité. Face à ces retours mitigés, certains pourraient se tourner vers des alternatives de messagerie. Malgré cela, Microsoft semble résolu à promouvoir cette version unifiée d'Outlook et d'encourager les utilisateurs de courrier à sauvegarder leurs données et à envisager leur prochaine solution de messagerie avant la fin de 2024. Alors, j'ai retenu cet article parce qu'on voit l'hémogonie des acteurs. Alors là, on parle de Microsoft, mais ça pourrait être Google, ça pourrait être Amazon. Vous utilisez un produit, vous avez une licence d'utilisation. Quand ce sont des solutions qui sont dans le cloud, la société à qui appartient ces produits peut changer les règles. Et elle n'a pas d'obligation. Et là, c'est le cas qui se produit. Vous vous retrouvez avec quelque chose qui fait le job. Non, maintenant, il faut changer. Alors, Outlook est un client de messagerie comme un autre. Si vous utilisez encore Courrier, je ne peux que vous recommander d'utiliser un client de messagerie open source et moderne pour disposer des meilleures applications de chiffrement, aussi bien lors de vos échanges avec PGP, mais aussi avec vos serveurs de messagerie lors des envois et récupération des messages. Bref, sans vouloir faire de la pub, utilisez Thunderbird, quoi. Si vous Courrier, c'était sympa, mais Outlook, si vous êtes un particulier ou vous êtes... Et voilà, ce podcast de Radio Cesseur du lundi 11 novembre touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. Prenez soin de vous et à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.